Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 novembre à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République et consacrée au projet de loi régissant les activités minières. Au menu, entre autres, l'ouverture du capital de 2 banques publiques, des conditions et modalités d'octroi du foncier industriel. Un large programme national de création et d'extension de zones d'activité industrielle lancé. Illustration ce soir à El Breiel, Wilaya, où plusieurs projets sont en cours. Journée mondiale de l'olivier, filière leader en Algérie. Nous vous emmènerons dans une huilerie à Msila à l'occasion où toutes les composantes de ce fruit sont exploitées. Nous ferons le point sur la situation en Palestine au 3e jour de la trêve entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. Un nouvel échange d'otages prévu alors que les Razaouis vivent dans des conditions inhumaines. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion a été consacrée au projet de loi régissant les activités minières et à des exposés relatifs à l'ouverture du capital de 2 banques publiques. Il a été question également des conditions et modalités d'octroi du foncier industriel destiné à la réalisation de projets d'investissement, ensuite de l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins pêcheurs. Après ouverture du Conseil par les présidents de la République et le président de la République, le Premier ministre a présenté l'activité du gouvernement au cours des 2 dernières semaines. Par la suite, le président a donné les instructions et orientations suivantes. Concernant le projet de loi régissant les activités minières, le président de la République a assuré que le secteur minier est un secteur stratégique en Algérie, orientant le gouvernement de surseoir à l'adoption du dit projet en vue de l'enrichir davantage et d'associer les spécialistes et les experts pour la préparation à l'ouverture du domaine minier à l'opérateur algérien, d'autant que l'Algérie connaît une dynamique de développement notable, le tissu industriel susceptible d'exploiter cette richesse et hisser son rendement dans le cadre de la dynamique de développement national. Concernant l'exposé sur l'ouverture du capital de 2 banques publiques, le président de la République a insisté sur le fait que l'ouverture du capital du Crédit populaire algérien et de la Banque de développement local doivent respecter les règles de management moderne, du fait que cette opération tend à associer le secteur privé dans la gestion de ces entreprises financière importante et dans la prise de décisions économiques et la création d'un climat concurrentiel favorable aux clients de ces banques. L'ouverture du capital de ces 2 banques devrait booster l'investissement et le marché de l'emploi, de sorte à ce que ces 2 institutions se transforment en modèle d'institutions financières proposant des services efficaces et de qualité. Le président de la République a insisté sur le fait que la réforme du système bancaire doit s'inscrire dans une vision moderne, globale et intégrée, susceptible de capter les capitaux qui circulent en dehors du circuit bancaire, de telle sorte que l'année 2024 soit celle de la réforme bancaire profonde. Concernant les conditions et modalités d'octroi du foncier industriel destiné aux projets d'investissement, le président de la République a ordonné au gouvernement d'introduire plus de facilitation dans le système de fonctionnement de l'agence spécialisée dans l'octroi de ce genre de foncier, loin de toutes les entraves administratives et bureaucratiques, le but étant de lutter contre la corruption et de faciliter le travail des opérateurs économiques. La nouvelle agence algérienne de l'investissement devra intégrer parmi ses missions la mise à disposition des poches privées au public de les préserver et d'assurer leur gestion dans le cadre d'une vision économiquement efficace susceptible d'accélérer l'investissement. Concernant l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins pêcheurs sinistrés par les inondations de Tipaza, le président de la République a assuré que l'État n'abandonnera pas ses enfants dont les biens
touchées lors de ces circonstances exceptionnelles, induites par les catastrophes naturelles, et que la dimension de solidarité de l'État est un principe immuable. Concernant ce dossier, le président de la République a ordonné de trouver les mécanismes juridiques nécessaires, garantissant la prise en charge de ces cas à l'avenir, particulièrement à travers le réseau des assurances et les organes chargés de ce genre d'activité artisanale. Fin du communiqué de la présidence de la République. Et faciliter l'accès au foncier industriel, un des plus importants volets sur lesquels se penchent les autorités actuellement. Pour ce faire, un large programme national de création d'extension de zones d'activité industrielle a été lancé. Exemple ce soir à Al-Mghayr, wilaya où plusieurs projets sont en cours, nous dit Amal Bouakba. Les autorités locales d'El Mghayr s'emploient actuellement à réunir toutes les conditions pour créer un climat attractif pour les investisseurs, à travers notamment le lancement d'opérations d'assainissement du foncier industriel, d'expansion des zones d'activité existantes et leur aménagement extérieur. On accueille différents projets d'investissement multisectoriels, à l'instar des industries alimentaires, les matériaux de construction et les services. Nous avons consacré un foncier industriel composé de 156 assiettes exploitables prêtes à accueillir les nouveaux projets d'investissement. Dans cet environnement propice où règne une forte compétitivité, les investisseurs mettent les bouchées doubles afin d'améliorer leur productivité pour répondre une demande locale et nationale en constante croissance et aspirent à se positionner sur les marchés internationaux. Certains ont déjà pu s'y frayer un chemin. On exporte vers plusieurs pays, dont la Russie et l'Ukraine, la Mauritanie et le Kazakhstan. Grâce aux facilitations accordées par l'État, on compte pénétrer de nouveaux marchés internationaux. Il y a beaucoup de facilitations de la part de l'État. Il nous encourage à travailler davantage pour présenter un produit algérien de qualité. Le Mghayr ouvre donc grandes ses portes aux investisseurs pour contribuer pleinement à la relance économique nationale. Divers projets y ont vu le jour, créant des richesses et des emplois. D'autres, récemment avalisés, seront lancés à très court terme en vue de satisfaire les besoins de la région et du pays en divers produits, diversifier les revenus économiques et réduire la facture d'importation. Sujet signé Amal Sélédé. Et on va à Msil à présent. On vous emmène à Boussaada dans cette huilerie moderne. En plus de la production d'huile d'olive extra vierge de grande qualité, l'unité revalorise les grignons pour en faire du charbon actif, une contribution à la préservation de l'environnement. Reportage de Majda Jahmoun. Venus tout droit des oliveraies de Boussaada, ces olives fraîchement cueillies ne vont pas dépasser les 72 heures pour être triturées. Le Mjid veille de près sur la préparation de l'huile d'olive extra vierge. L'expertise et le savoir-faire qu'il a acquis depuis 2009 lui ont permis de produire une huile d'olive d'exception. Et le climat de Boussaada joue un rôle déterminant dans la qualité du nectar. Premièrement, c'est une terre vierge, elle est riche. Deuxièmement, elle est ensoleillée. Et le soleil, très ensoleillé, le soleil a un grand effet sur la qualité de l'huile. Elle est ensoleillée, il n'y a pas d'humidité. Alors on trouve que l'huile d'olive de la région elle est très importante, elle est classée même mondialement. Et pour garder toute sa saveur, l'huile d'olive doit être conservée dans des conditions bien précises. En principe, la meilleure façon de garder l'huile en bonne qualité, ils doivent être dans des récipients en inox ou en verre, et non exposés à la lumière ni à la chaleur. Pour que la valeur nutritive, c'est la même. Mais ce n'est pas simplement l'histoire d'une huile raffinée, c'est aussi celle de l'exploitation écologique avec zéro déchet. Dans cette unité, les déchets sont revalorisés et transformés en charbon actif. Ainsi, cette huilerie devient un acteur majeur dans la préservation de l'environnement. Généralement, le grignon d'olive, on les jette. Et c'est polluant, que ce soit pour la nappe phréatique, la nappe d'eau, que ce soit pour l'environnement. Alors j'ai pensé, pourquoi pas, on récupère cette richesse, oui, je dis bien, cette richesse. Alors j'ai commencé à faire l'expérience, j'ai réussi à faire un charbon qui peut durer 6 heures
et en même temps, on veut sauver la forêt, parce que généralement, le charbon utilisé dans les restaurants et tout ça, l'origine c'est la forêt, et tout. Quand on domine avec ce charbon-là, on arrête ce massacre dans l'environnement. Chaque bouteille d'huile d'olive devient ainsi le témoin d'une tradition préservée et d'une vision moderne de l'agro-industrie où le respect de la nature se conjugue harmonieusement avec l'excellence du produit. En cette journée mondiale de l'olivier, petit rappel des variétés les plus connues en Algérie et des capacités nationales en la matière. La filière occupe une place importante dans l'agriculture du pays. Raouf Hamouch. C'est un arbre emblématique, symbole millénaire de paix et de sagesse. Vous l'aurez compris, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'olivier. De la culture à l'économie, en passant par la santé et l'environnement, l'olivier est omniprésent dans divers aspects de notre vie. Et quand on parle de l'olivier, on parle bien sûr de l'Algérie, qui fait partie des principaux pays méditerranéens dont le climat est des plus propices à la culture de l'olive. L'oliviculture figure parmi les principales filières agricoles de notre pays. L'Algérie occupe la 7e place mondiale dans la production d'huile d'olive. Plusieurs agriculteurs dans le domaine ont même remporté des médailles dans des compétitions à l'étranger. Parmi les variétés les plus connues et consommées dans le pays, l'on citera la variété de Chimlal, Asraj ou encore Ferkani. La production en moyenne des oliviers en Algérie dépasse souvent les 10 millions de quintaux annuellement. La culture de l'olive a connu ces dernières années une évolution notable à la faveur des actions de soutien accordées par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la superficie plantée en Algérie a atteint plus de 500 000 hectares avec quelques 70 millions d'oliviers. L'olivier est tout un symbole pour les Palestiniens également. On fait justement le point sur la situation en Palestine occupée. Au 3e jour de la trêve humanitaire entre la résistance et l'entité sioniste, un nouvel échange entre détenus palestiniens et otages israéliens a eu lieu ce dimanche. Il est question de libérer un 3e groupe de femmes et d'enfants. Malgré la trêve, les soldats de l'occupation ont tué 8 Palestiniens ces dernières 24 heures à Gaza et en Cisjordanie occupée. Ils ont également empêché 1,7 million de personnes déplacées dans le sud de revenir inspecter leurs maisons alors qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Pas moins de 15 000 Palestiniens, dont 6 150 enfants ont été tués et quelques 36 000 autres blessés par les attaques de l'entité sioniste depuis le 7 octobre dernier. Malim Damis et Walid Yousfi. Un 3e groupe d'otages a été libéré en ce 3e jour de trêve. L'armée sioniste a annoncé que le mouvement de la résistance palestinienne avait remis au comité international de la Croix-Rouge 14 otages de l'entité sioniste et 3 étrangers. Au terme de l'accord de trêve, un total de 50 otages israéliens pourront rentrer chez eux contre la libération de 150 prisonniers palestiniens. Durant la matinée, l'armée d'occupation sioniste a pris pour cible les Gazaouis, venus inspecter leurs maisons et leurs biens à proximité de l'hôpital Al-Quds et de l'hôpital indonésien, faisant ainsi 7 blessés dans une violation délibérée de la trêve toujours en cours. Ce n'est pas la première fois que les forces d'occupation sionistes violent les termes de l'accord de la trêve humanitaire entré en vigueur vendredi. Hier encore, cette même trêve a failli être compromise par le survol des drones israéliens sur certaines zones de la bande de Gaza. Par ailleurs, le mouvement de la résistance palestinienne a confirmé aujourd'hui la mort de Ahmed El-Ghandour, membre du conseil militaire du Hamas, et 3 autres cadres du Hamas tués par l'armée sioniste. Les agressions des dernières 24 heures ont déjà coûté la vie à au moins 8 Palestiniens dans différents quartiers de l'enclave et de la Cisjordanie occupée, dénoncent les autorités palestiniennes. La situation humanitaire à Gaza reste dangereuse et les besoins sans précédent de longs convois d'aide internationale continuent à entrer depuis l'Égypte dans la bande de Gaza pour répondre aux besoins pressants de la population apportant des secours médicaux et d'autres ressources essentielles afin d'atténuer les souffrances des Gazaouis plongés dans un dénouement total.
Dans le dossier sahraoui, la 47e conférence de Le Coco sera un tournant décisif vers la concrétisation de son slogan « L'indépendance est l'unique solution ». Affirmation du représentant des associations espagnoles de solidarité avec le peuple sahraoui. La conférence est prévue les 1er et 2 décembre à Tolède en Espagne, où il sera question notamment du point de vue juridique et légal, dénoncer d'une part les pratiques de l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés et d'autre part dévoiler sans mépris sa transgression flagrante de ses obligations internationales. Les Marocains fortement opposés à la normalisation avec l'entité sioniste ont de nouveau investi les rues. Ils dénoncent les nombreux liens établis dernièrement avec l'occupant israélien et la politique du Marzen. Yannis Saïd Belkacem. Au Maroc, un vent de révolte souffle dans les rues. Les Marocains rejettent massivement la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants expriment leur opposition à cette démarche politique tout en dénonçant vivement les attaques perpétrées par l'armée d'occupation sioniste contre les Palestiniens. Les Marocains dans la rue rejettent fermement ces agressions, faisant écho à un sentiment de solidarité avec le peuple palestinien et exprimant leur désapprobation face à toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestations ne dénoncent pas seulement la normalisation avec l'entité sioniste. Les Marocains sont descendus pour rejeter la politique du Marzen et la hausse du coût de la vie. Malgré leur caractère pacifique, ces manifestations ont été réprimées. Cette réaction ferme des autorités souligne les tensions entre les aspirations de la population à exprimer ses préoccupations et la réponse souvent musclée des institutions en place. Cependant, les manifestants persistent, cherchant à faire entendre leur voix face aux défis socio-économiques et politiques auxquels ils sont confrontés. Retour dans le pays pour parler sport, mais pas que, avec la deuxième édition du Trek qui revient ce mardi 28 novembre. Et l'événement se déroulera à Timimoun, alliant compétition et tourisme dans un décor paradisiaque. Pas moins de 60 coureurs représentant 10 pays y prennent part. Les premiers athlètes étrangers sont arrivés dans le désert et se disent ravis de l'accueil qu'on leur a réservé. Je vous invite à écouter ces déclarations recueillies par Sid Ahmed Bouraï. On m'a invité pour participer au track trail d'Algérie. Donc pour moi c'est une découverte. J'ai jamais couru 50 km, c'est la première fois. Donc je suis venu pour en même temps découvrir, avec beaucoup de chance encore, remporter. Pourquoi pas? C'est la deuxième année. Je suis déjà venue l'année dernière pour le même événement. Comment c'était déjà là? C'était fantastique. Alors déjà, Timimoun, les endroits, le désert, c'est vraiment magnifique. La population est hyper sympa et c'est vraiment un chouette endroit. C'est la première fois que je viens en Algérie. Je suis ravie de venir en Algérie. Une occasion pour faire du tourisme parce qu'on a visité hier Alger, qui est une très belle ville. Et nous allons revenir d'ailleurs pour avoir beaucoup plus de temps pour visiter. Nous sommes notamment allés en haut de la Casbah. Et puis là, on va avoir le temps, je pense, de découvrir votre magnifique désert de Timimoun. Et l'année prochaine, on va venir aussi à Djanet, à notre désert, puisqu'Algérie est un très grand pays. Donc, on va pouvoir y revenir. Déjà, venir en Algérie, déjà en soi, c'est un symbole très très fort, vu tout ce que l'Algérie représente depuis des décennies en termes d'intégration africaine. Et participer à cette activité sportive, récréative, de découverte au sud de l'Algérie, qui est le nord de mon pays, le Mali. Donc c'est vraiment intéressant. Hâte de voir comment les choses vont se passer et de couvrir et de montrer, en tout cas dans mon pays, au Mali, ce beau côté de ce pays. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.